Je reviens un peu sur cet équilibre recettes-dépenses. Mhm. Alors, euh, il y a déjà comment dire, une posture politique, une option politique qui est de dire on accepte qu'un budget soit en déficit ou on n'accepte pas. Parce que si politiquement il y avait un dogme qui disait nous ne n'acceptons pas le déficit, comme un ménage ne peut pas être en déficit. Enfin, tu peux être en déficit 1 an, 2 ans, bon, mais ensuite, au bout de la troisième année, il faut que tu combles ton déficit, sinon le ménage disparaît. Bon. Mhm. Donc, il me semble qu'une première piste serait déjà de dire nous n'acceptons pas, c'est-à-dire en tant que gouvernant, en tant que responsable politique élu de la nation, mandataire de la nation, nous refusons l'idée même du déficit. Enfin, un déficit durable en tout cas. Hein, on peut imaginer qu'il y ait un déficit momentané d'une année sur l'autre, mais qui ensuite est compensé par des excédents de gestion des années suivantes. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième Mhm. point, au niveau des marges de manœuvre. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que augmenter les recettes, ce n'est pas une vraie marge de manœuvre. Parce que quand l'État augmente ses recettes, c'est qu'il augmente les impôts. Comme tu le dis très bien, et mathématiquement, arithmétiquement, c'est les vases communicants, c'est tout à fait évident. Si on augmente les impôts, ça fait moins d'argent euh, dans la poche des consommateurs, ça fait donc moins de consommation et ça fait moins de rentrée. Bon, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Alors, par contre, il y a une marge de manœuvre qui est extrêmement utilisable, j'ai dit facile, facile entre guillemets, c'est couper les dépenses. Et là, c'est politique. Euh, si on diminue les dépenses, si on diminue le budget de l'armée, si on diminue le budget de l'éducation nationale, si on diminue le budget de la santé, si on diminue le budget de l'aide aux entreprises, si on diminue le budget de l'aide sociale, bon ben, forcément, on va, on va réduire le déficit, voire créer du bénéfice. On peut très bien imaginer que l'État fasse du bénéfice. C'est-à-dire que euh, le montant des recettes fiscales soit supérieur ce qu'on appelle les engagements financiers d'État, aux différents postes, aux différentes missions ministérielles. Donc, si effectivement il y a une mécanique, comme tu le dis, une mécanique technique, qui fait que l'augmentation des recettes, elle génère finalement une diminution. L'augmentation de la recette génère une diminution de la recette. Bon. Par contre, la diminution de la dépense, techniquement, c'est imparable. Si on diminue les dépenses, on va diminuer le déficit et on va même faire du bénéfice. Donc, c'est bien une volonté politique, mais je dirais que le choix politique, il commence déjà à partir du moment où un État accepte de faire du déficit. C'est déjà un choix politique. Sans parler du choix politique de réduire le montant de tel et tel ministère. Alors, Effectivement, oui. j'ai une question là concernant la protection de l'environnement, hein, bon, puisque tu as répété plusieurs fois qu'il fallait, disons, le bonheur de l'environnement, enfin le bonheur de l'homme dans l'environnement. Bon. Euh, on se rend compte quand même que l'homme, depuis qu'il existe, depuis, on va dire, alors, bon, 300 millions d'années si on prend Homo sapiens, ou bon, 2 millions d'années si on prend le genre Homo, l'homme n'a jamais protégé son environnement. L'homme n'a jamais réfléchi, pensé à protéger son environnement. C'est quelque chose d'extrêmement récent. Bon, l'idée qu'il faut protéger l'environnement, c'est une idée extrêmement nouvelle. Une idée qui a quelques dizaines d'années maximum, ce qui correspond à un clignement de paupières, hein, par rapport aux 300 000 ans d'existence de l'homme. Donc, non, il ne s'agit pas de nier cette réalité. L'homme maintenant songe à protéger son environnement, mais dans son inconscient collectif, il n'a jamais été
concerné ou habitué à penser ça. Il a été habitué à penser à sa sécurité, à son alimentation, à sa respiration, dans tous les besoins naturels. Il était habitué à se protéger pour survivre, hein, mais il n'a jamais été habitué à protéger l'environnement. Donc, la question que je me pose, et du coup que je te pose, est-ce que tu penses que, bon, comme ça, en une dizaine d'années seulement, l'homme peut changer quelque chose qui était ancré en lui de façon ancestrale, c'est-à-dire qu'il ne se préoccupe pas de son environnement. Et que donc, finalement, les problèmes qu'on rencontre, puisque tu dis, bon, bah, la COP, finalement, elle se réunit, puis elle ne fait rien, et puis tu le dis, mais tout le monde le constate aussi. L'environnement, on en parle, plus on en parle, plus on coupe les forêts, etc. etc. Est-ce que c'est pas dû au fait que l'homme, le cerveau de l'homme, tout simplement, il est finalement pas concerné par la protection de l'environnement parce que depuis des millions d'années qu'il existe, il n'a jamais été concerné ou habitué à penser ça. Et que les quelques intellectuels, quelques élites aujourd'hui qui disent qu'il faut protéger l'environnement, en fait, il n'y a aucune résonance dans l'inconscient collectif de l'Homo sapiens parce que c'est pas dans ses gènes. Que finalement, quand on voit cette impossibilité, enfin en tout cas ces échecs à changer le cours des choses, est-ce qu'on n'insiste pas finalement à tout simplement l'impossibilité d'agir et que l'homme doit se contenter de réagir, c'est-à-dire de s'adapter à ce qui arrive, mais il n'a pas la capacité, il n'a pas euh, il n'a pas euh, la technique, il n'a pas des aptitudes, il n'a pas des aptitudes suffisantes pour lui, qui lui permettent de changer le cours des choses, de changer le cours d'une civilisation. Est-ce que ça pourrait être une piste d'explication au fait que on n'arrive pas à modifier des choses qui pourtant paraissent évidentes. Il faut réduire la consommation, c'est évident, on n'arrive pas à la réduire. Il faut réduire la dégradation de l'environnement. On fait des COP, ça continue, etc., etc., etc. Bon, des choses qui tombent sous le sens de quelqu'un qui est doté de raison, hein, eh bien, on n'arrive pas à le faire. Et là, tu as dit une chose, moi, que je retiens, que je vais redire sous une forme un petit peu différente. Tu dis, en fait, le citoyen moyen, il pense qu'aux choses matérielles et tout ça. Oui, je dirais que, en fait, l'habitant, l'Homo sapiens, l'habitant moyen de la planète, c'est-à-dire 99,99% des Homo sapiens, moi que j'appelle Homo industrialis, maintenant, je pense que la famille Homo sapiens a muté, c'est dans ce darwinisme social, a muté vers une famille que j'appellerais Homo industrialis, eh bien, n'est capable que de penser l'immédiateté, c'est-à-dire le jour même, et le budget de la famille. C'est-à-dire ce que j'ai comme argent et ce que je risque d'avoir ou de ne pas avoir, et puis le jour d'aujourd'hui. Et que, sorti de là, on ne peut pas mobiliser l'homo industrialis sur quelque aspect de prospective que ce soit. Et est-ce que ce ne serait pas une grille d'explication du fait qu'on n'arrive pas à agir, simplement que l'homme ne peut pas agir sur le cours des choses. Il n'est capable que de s'adapter à ce qui arrive.